Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Mot à Mot. Je ne suis pas seul dans cette émission, je suis toujours avec Ismaël Gova. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Clavis. Et pour ce numéro, nous recevons Aziz Dominique de Marseille en sa qualité d'écrivain et de leader d'opinion aussi. Avec lui, nous parlerons de ses ouvrages. Il en a écrit 10 cette année et nous parlerons aussi de la récente visite du chef de l'État à Evo, dans le département de la Cuvette-Ouest. Une visite marquée par l'inauguration de la route Boudi-Evo et de la mise en service de la ligne électrique d'Evo. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, ce que nous retient, c'est que vous avez écrit 10 ouvrages en 2025. 10 ouvrages. J'ai envie de vous demander quel est votre secret. Mais avant, je voudrais savoir, est-ce que finalement l'écriture est devenue votre travail quotidien? Parce qu'écrire 10 ouvrages en 11 mois, on a le droit de se poser des questions. Oui, j'ai quand même passé 35 ans de métier de journalisme pratique. Et maintenant que je suis un peu comme on dit au soir de ma profession, j'ai pris cette retraite-là et je consacre tout le reste de mon temps maintenant à écrire. Le fait d'avoir une formation qui m'a fait beaucoup travailler, là j'avance, mais ne vous en faites pas. Je bosse jusqu'à 2h, 3h du matin. Je consacre tout mon temps à écrire. C'est ma deuxième passion, ma deuxième profession maintenant. L'écriture, je l'étudie comme une profession, véritablement écrivain. La preuve en est qu'en 11 mois, je viens de publier 10 ouvrages. Et ce n'est pas tout. Il y a 2 qui apparaissent avant le 31 décembre. Voilà, les ouvrages, il faut bien évidemment avoir de l'inspiration. 10 ouvrages en 11 mois, il y en a qui sont en cours d'édition. D'où vous vient l'inspiration pour pondre comme ça 10 ouvrages en 11 mois? Quand on a fait 35 ans de métier, on a magasiné des dossiers incroyables. Chez moi, c'est une pile d'archives. Vous allez voir que dans mes ouvrages, il y a des essais qui parlent de diplomatie, qui parlent de politique, qui parlent de société. Mais c'est des faits que j'ai eu à couvrir quand j'étais journaliste. À la télé, on vous dit, vous avez 3 minutes. J'ai fait une enquête qui peut faire 200 pages, si je peux écrire. Mais je prends 3 minutes, je passe à la télé. Le reste, je ne jette pas. Je mets dans ma valise. Aujourd'hui, je suis en train de dépoussiérer tout ça et je suis en train d'écrire des ouvrages. Donc, la facilité que j'ai eue, c'est que durant toute ma profession, les enquêtes menées, les grands dossiers, les biens mal acquis, les disparus du beach, les dossiers diplomatiques, tous ces dossiers-là, je les ai dans ma malle et aujourd'hui, je les sors. Je me mets à les dépoussiérer et c'est des livres qui sortent. Si bien qu'en un mois, je peux écrire tout un essai puisque tout le canivet est là. Quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos livres? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la diplomatie, des disparus de beach. Est-ce que dans vos ouvrages, c'est tout? Est-ce qu'on peut savoir d'abord les noms de ces ouvrages? Les 10 ouvrages. Oui, les 10 ouvrages, ils sont nombreux. Vous allez certainement les présenter. Je les ai amenés là pour que vous les trouviez. Je me spécialise en essais et en roman. Quels sont les thèmes? Je parle de politique, je parle de société. J'éduque beaucoup la jeunesse, la résilience, le combat. C'est-à-dire la vie, c'est un combat. Tous les jours, vous êtes en épreuve. Et je suis en train de lire ma société. Elle a besoin d'être éduquée par des exemples. Donc quand je fais un roman, il est forcément à un caractère éducatif qui amène à conscientiser ou les couples parce qu'il y en a qui se comportent mal, ou les jeunes parce qu'ils aiment la facilité, ou les jeunes parce qu'ils sont dans le banditisme. Donc mon écriture se focalise sur l'éducation, sur la politique, sur la société, sur la culture et surtout. Dans ce que vous parlez en ce qui concerne la jeunesse, est-ce que quand vous adressez à la jeunesse, vous demandez aussi aux parents d'éduquer les enfants? Parce que le président de la République l'a dit lors de l'inauguration du complexe scolaire La Liberté, que souvent les parents jettent la responsabilité à la société au moment où ces enfants sortent des familles. Et de ce point, nous sommes dans une période où il y a une opération qui se fait. Oui, mais mademoiselle, quand on écrit un roman ou un essai, c'est un champ vaste. On y met beaucoup d'acteurs à contribution. Quand j'écris un essai ou un roman pour montrer aux jeunes que la vie n'est pas facile, il faut travailler pour réussir. Là-dedans, je vois le jeune qui naît. Je mets toute une trame, tout un scénario. Là-dedans, il y a l'éducation du père qui intervient dans l'émancipation de son enfant. Là-dedans, je vois les enseignants qui interviennent dans le cadre de leur donner la connaissance. Et là-dedans, je fais intervenir l'étudiant lui-même, comment il se bat pour réussir. Et quand il arrive sur le marché d'emploi, quelles sont les difficultés qu'il a eues? Est-ce qu'il a pris un métier qui est recherché par l'emploi? Donc, il y a toute une trame
Tout ce que vous êtes en train de dire, évidemment, figure dans un roman ou dans un essai. L'essai s'écrit avec beaucoup de facettes. On y met tout le monde à contribution. Ce n'est pas une seule petite ligne. On met des chapitres qui mettent tout ça en ligne de compte. Quand on est écrivain engagé, on parle de la société, on parle de ces questions-là. On ne laisse pas de côté ces aspects importants. Parce qu'un ouvrage de 200 pages, de 180 pages, c'est tout cela que vous ramassez, vous mettez dans vos pages. Parlons d'ouvrage, j'ai un entre mes mains ici. Ça s'intitule Evo. 3 lettres, expression séraphique de la coquetterie de la cuvette ouest. De la 4e de couverture, dernier paragraphe, je vais lire. À travers ce récit, le lecteur est invité à découvrir Evo, une ville où dignité et héritage culturel se rencontrent et où chaque élément contribue à une atmosphère accueillante et dynamique, faisant d'Evo un véritable trésor caché du Congo. De quoi parle ce livre, M. Asile de Marseille? Et puis ce livre, c'est le plus récent que vous avez publié. Livre, c'est l'objet de ma visite à Evo. Oui. Je suis fils d'Evo, je suis écrivain, et je savais que le chef d'État va arriver à Evo, il va sillonner tout le pays. J'ai consacré un ouvrage 6 mois avant sur l'arrivée du chef d'État à Evo. Il a sillonné tout le pays. Je ne sais pas s'il y a un seul originaire d'une région qui a essayé de décrire sa région et la remettre au chef de l'État. C'est l'unique bouquin que le chef d'État a reçu et toute sa délégation quand ils ont visité le Congo. J'ai pensé qu'il arrive chez moi. Il vient poser un acte de haute portée économique et sociale. Et qu'est-ce que je fais? Je vais quand même présenter la cuvette ouest et Evo à nos invités. Je me mets dans la peau d'un enfant et d'un écrivain, mais enfant de la cuvette ouest. Je vais à Paris, j'imprime cet ouvrage à 150 exemplaires. Ça coûte cher, j'amène. Et je m'en vais à Evo parce que quand on appelle tous les enfants d'Evo d'aller au chef de l'État, je m'en vais. Je distribue ce bouquin, je l'ai distribué à la tribune. Le chef de l'État l'a eu, le Premier ministre, tout le monde, ils ont eu. Et ceux qui ont lu, la presse l'a eu, la télévision l'a eu, la radio, ils ont eu, on fait la chance d'avoir l'histoire d'Evo. Vous avez là tous les sous-préfets qui ont dirigé Evo, tous les préfets qui ont dirigé Evo, tous les quartiers, toute l'histoire, la culture, la vie à Evo, la mode, tout ça dans ce document. Et je commence par l'inauguration de la route, la connexion du courant. C'est tout ce que j'ai mis là-dedans. Donc, ce qui était fait là, j'étais à jour. J'ai anticipé l'inauguration, j'ai anticipé tout parce que je savais que ça allait se faire. Et 6 mois avant, j'ai déjà écrit tout ça. Le livre dont on parle de l'inauguration, parle de l'arrivée du président Evo et parle également de la vie d'Evo au quotidien et de la cuvette ouest. Ok, parlons justement de la visite du chef d'État Evo. C'était le 24 ou le 25 novembre dernier. Et cette visite a été marquée, je l'ai dit à l'introduction, par l'inauguration de la route Bundy à Evo. Vous êtes cadre de ce département-là, de la cuvette ouest. Vous êtes parmi les personnes qui ont milité pour que cette route Bundy-Evo soit vraiment bitumée, parce que la route existait, mais n'était pas bitumée. Qu'est-ce que vous avez eu comme ressenti le jour de l'inauguration de cette route par le chef de l'État, puisque vous étiez sur place? Monsieur Kiba, le jour où je quittais Brazzaville pour aller à Evo, je mettais les habits d'un enfant de la cuvette ouest qui s'en va. C'était une exaltation de joie incroyable. Parce que, je peux le dire haut et fort devant cette caméra, personne ne contredira, je suis l'unique enfant de la cuvette ouest qui me suis battu avec le pouvoir pour que Evo ait le courant et la route. J'étais même en contradiction avec mes propres frères parce que je ne laissais pas dormir le pouvoir. Je rappelais au chef d'État quotidiennement, vous avez dit 2 points. Toutes les capitales départementales sont reliées à Brazzaville par goudron. Evo n'a pas son goudron, monsieur le Président. Vous avez dit, toutes les capitales doivent être connectées au boulevard énergétique. Evo n'a pas le courant, monsieur le Président. Je le répétais tous les jours, tous les jours. C'est devenu une sinécure, c'est indisposer le pouvoir. Et même certaines autorités pensaient que non, je suis contre le pouvoir. Je rappelle le pouvoir qui ne remplit pas ses promesses. Pourquoi je rappelle? Mais je rappelle parce que quand on rappelle, le chef se rend compte qu'il y a quelque chose quelque part. Il faut bien, vous pouvez être du pouvoir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, montrez-le. Quand je vais à Evo, M. Kiba, j'amène un fût de carburant parce que je vais passer une semaine. Il me faut le courant. Il me faut démarrer ma bâche à eau, il me faut démarrer mon groupe électrogène. Il y a pas même un modernisme que je ne laisse pas. Je dois suivre la télévision. Je suis instruit. Chaque fois que je me vais à Evo, j'ai un fût de carburant, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas le courant. Aujourd'hui, je n'ai plus le fût de carburant. Oui. Quand je vais à Evo, j'arrive à Bundy, je me déchausse. Je mets une tenue sale parce que la modernité s'est arrêtée à Bundy. Parce que je sais que je veux m'embourber, je veux pousser la voiture. Je veux marcher dans la boue. Aujourd'hui, je mets la veste, je mets la cravate, je danse jusqu'à vous. Quand elle a vécu ça, Kiba, on oublie tout. On peut rouler par terre, on peut dormir sur ce goudron. On peut féliciter autant le chef d'État parce que
Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Parce que ça a traîné. Il a fait dans d'autres régions. On attendait chez nous comme on attend aujourd'hui à Infondo. Donc il fallait se battre pour ça. Et je me suis battu pour ça. Vous avez vu la joie que vous voyez là. À Ivo, c'est ça. C'est l'expression d'un combat mené et qui est arrivé à son aboutissement. Quand on a mené ce combat comme moi, menacé, avec toutes les investissements qu'il y a eu, avec les contradictions au milieu de des propres parents. Et quand le chef vient inaugurer, vous n'imaginez pas ma joie. J'ai oublié tout. J'ai mis la veste de l'enfant d'Evo. Je suis parti danser à Evo. Je suis parti sauter à Evo. Je suis parti dormir par terre. Parce qu'enfin, le combat que j'ai mené a triomphé. C'est dans ce contexte-là. Parce qu'enfin, je n'amènerai plus un fût de carburant pour aller alimenter. J'ai acheté un groupe SDMO que j'amène à Evo pour avoir l'électricité. Est-ce que pour vous, le combat est terminé puisqu'il y a Okoyo et je ne dis pas que le combat est terminé. C'est déjà un aspect important. Kiba, regarde, il y a un fait important pour lequel, quand vous dites pourquoi vous êtes aussi content, vous êtes exacté, Kiba. Quand on avait la Covid dans ce pays, on disait école à domicile. Les enfants peuvent aller à l'école. Comme ce qu'on fait, on faisait passer le cours à la télévision. Toute la Cuvette n'a pas de courant. Les enfants de la Cuvette, on ne peut pas les examiner comment? Qui s'est posé cette question? Pendant que tout le Congo suit les cours à la maison, parce qu'on met la télé, tous les enfants des 6 districts de la Cuvette Ouest n'ont pas de courant, n'ont pas de télévision. Mais à la fin de l'année, ils préparent quand même un examen. Et je suis intellectuel, instruit, cadre de la Cuvette Ouest. Je mets les côtés politiques de côté, je regarde ça. Qu'est-ce que je fais? J'affronte le pouvoir. Non. C'est déséquilibré. Ces enfants-là vont réussir comment? Vous avez fait 1 an, 2 ans, où l'école est maintenant à domicile, il faut suivre la télé. Mais mes frères à moi vont suivre la télé comment? Nous fabriquons des monstres. Et aujourd'hui, il y a le courant. C'est tout ça qui est réglé. Et quand vous avez eu tout ça, mais qui ne peut pas remercier le président? Là-bas, et l'opposant, et le pouvoir, et l'enfant des veaux, on avait formé un nœud qu'on appelle ressortissant des veaux. Il fallait réserver un accueil extraordinaire, parce que ça dépasse non. Ceux qui, quand vous vivez à Brazzaville, vous ne connaissez pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Allez-y, vivez ça. C'était un calvaire. 70 km, on le faisait en 8 heures. Parfois, on faisait 24 heures. On n'arrivait pas. Aujourd'hui, c'est 45 minutes, M. Kiba. Voilà comment, dans ce contexte-là, on peut expliquer toute la joie que vous avez vue des bordons. Je vous ai dit, je promets dormir sur le goudron. Si ça reprend, je reprendrai parce que c'était extraordinaire. J'ai vécu ça dans ma chair et dans ma peau. Parce que chaque fois que j'allais à Ivo, il fallait avoir beaucoup d'argent. Les autres, quand ils vont chez eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Quand je me vais à Bokole, quand je me vais à Wesso, quand je me vais à Makwa, quand je me vais à Dolisie, peinard, il y a le courant, il y a l'eau, je suis à l'aise. Mais quand je me vais à Ivo, il me faut un fût de carburant, il me faut changer mes habits parce que il n'y a pas les mêmes commodités. Aujourd'hui, tout est réglé. Et quel est cet enfant-là, tu vas dire qu'il ne peut pas être content? Donc, vous pouvez vous imaginer que même les cadres, il y en a qui ont pleuré, des mamans qui ont pleuré. Parce que pour eux, c'était extraordinaire d'arriver là. Pour l'avoir vécu, c'est bien de rester dans son palais climatisé à Brazzaville, vous ne savez pas ce qui se passe. Et quand vous voyez du jour, vous êtes étonné. Non, ne soyez pas étonné. Ce que nous avons vécu, si on vous montre les films, vous n'allez pas imaginer. Monsieur Ezig Dominique de Marseille, en dehors de cet ouvrage, vous avez écrit un autre ouvrage, le Conseil supérieur de la liberté de communication, rôle et impact au Congo. À la page 9, dans la deuxième partie, vous avez dit, en effet, comme de nombreux pays africains, le Congo a été confronté à des défis considérables en matière de liberté d'expression et de pluralisme médiatique. Quels sont ces défis, d'après vous, en tant que conseiller, que le Congo a été, en tout cas, confronté? Mais nous sortons quand même d'un pouvoir monopartite. Quand nous sommes dans un système monopartite, mais la liberté de la presse, elle est bâillonnée. C'est le parti unique qui parle. Mais quand nous avons pensé qu'après la conférence nationale, il faut le multipartisme. Du coup, il faut libéraliser le métier de la presse. Avant tout, c'était que les radios d'État, les télévisions d'État, c'était la radio nationale, c'était Moueti, c'était Tumba. On ne permettait pas une presse libre. Alors maintenant que nous avons libéralisé le pays est confronté à quoi? À l'ouverture totale. Il faut que les partis soient libérés. Donc, on a reformé le système politique, il faut reformer le système médiatique. C'était un défi. Qui va accepter qu'il y ait une radio privée? Qui va la contrôler? On ne contrôle plus l'opinion. La liberté d'expression, c'est ça. Il faut qu'il y ait des journaux privés. Hier, c'était Moueti, le journal de l'État. C'était Tumba, le journal du parti. C'était la radio nationale, la voix de la révolution congolaise. C'était Télé Congo. À l'époque, aujourd'hui, nous avons des télévisions privées. Nous avons des radios privées, nous avons des journaux privés. C'était un combat. Pour arriver là, il a fallu batailler. Voilà pourquoi je dis bien dans cet ouvrage, le Congo, comme les autres pays, était confronté à des défis de libéralisation de la presse. Le fait qu'il y ait maintenant des médias privés, cela signifie qu'au Congo, il y a la liberté d'expression et le pluralisme médiatique? Oui,
Parce qu'il y a un cadre juridique qui fonctionne pour cela. Aujourd'hui, il y a la liberté de la presse. Il suffit que vous fassiez votre métier en respectant les dispositions de la loi. Qui est arrêté quand il a bien fait son métier? La liberté, c'est qu'on peut aujourd'hui dire je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. J'écoute beaucoup de gens qui disent je ne suis pas d'accord avec le gouvernement Colin Makosso, mais on ne va pas empêcher par l'avoir dit. Ce que vous démontrez avec vos arguments. Tous les journaux que je lis à la place ne sont pas des journaux qui sont des bénis oui pour le pouvoir. Mais ils ne sont pas arrêtés. Il faut accepter la contradiction aujourd'hui au Congo. Elle existe. Et c'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas le libertinage. Vous entendez? On a mis des gens en prison. Oui, mais c'est la mal fait son boulot. Quand on dit liberté, ça ne veut pas dire que la loi n'existe pas. La loi sanctionne les fautes. Et la loi vous donne un canevas de travail que vous respectez. Quand on dit la liberté d'expression chez nous, c'est qu'on l'a fait conformément aux dispositions de la loi. Ce n'est pas le libertinage où tout est permis. Non. Il faut la faire en respectant la loi et la liberté existe. Liberté d'expression, on en parle, monsieur Azi. Liberté d'expression veut dire qu'on est libre de ses mouvements. On vous a vu à Evo, il y a une vidéo de vous qui a circulé sur les réseaux sociaux, qui a fait du tapas sur les réseaux sociaux. Vous voyez en train de danser devant le chef de l'État avec votre association. Et ça aussi, il y en a qui ont mal interprété pour dire que finalement, lui, il a créé son parti politique pour aller soutenir le chef de l'État, alors que lui, il est haut conseiller, au conseil supérieur. Vous avez déjà eu l'aéroport? Il devait être impartial. Et quand il va danser devant le chef de l'État, c'est pas bien pour lui, pour une autorité qui est censée être impartiale. Ok. Je vous ai déjà donné la réponse dès le départ de cette émission. J'ai dit, le jour où je quittais Brazzaville, nous avons coté tous les gens de la cuvette ouest, 12 millions. Tout enfant de la cuvette ouest laissait sa veste politique ici. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Nous sommes des Africains, nous savons recevoir quelqu'un qui nous fait du bien. Ce jour-là, l'UPADES, le MCDDI, les partis politiques étaient à l'aéroport. Nous avons dit à tout enfant de la cuvette ouest, que tu sois l'opposition du pouvoir, ce n'est pas l'opposition du pouvoir, nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous sommes partis recevoir le chef de l'État qui nous a fait un honneur incroyable. Je vous ai dit au début de l'émission, vous me posez la question, que si c'était à dormir par terre, je dormais par terre. Qu'est-ce que vous allez dire si vous avez vu le conseil en train de rouler par terre? Vous allez dire, le conseil roule par terre? Non. C'est l'enfant de la cuvette ouest qui s'est battu pour le goudron, qui s'exalte, qui crie, qui pleure, qui chante, parce qu'il n'amènera plus un fût de carburant chez lui. Parce que ses petits frères peuvent maintenant, s'il y a un tsunami aujourd'hui, peuvent sur l'école à domicile. Ça se chante, ça se danse, ça s'exalte. C'est pas petit. Vous êtes dans votre bureau climatisé, vous ne comprenez pas les réalités. Quel est ce Congolais intellectuel, soit-il politique, qui peut être content si on dit l'école à domicile, c'est petit frère va pas à l'école. On peut être content sans danser. Mais oui, mais comment on peut être content en dansant? La danse a tué qui? Qu'est-ce qui est mauvais quand on danse? C'est une expression. La danse, c'est une expression, c'est une exaltation. À moins que vous soyez un dictateur pour dire, dans mon pays, on ne danse pas. Dictature. La liberté d'expression veut dire on peut s'exprimer comme on veut, par la parole, par le geste, par le sang, par l'image. C'est tout. Ce n'est pas un parti politique. Les mamans qui ont dansé là-bas, les partis d'opposition qui ont dansé, ce n'est pas les partis politiques. Vous ne comprenez pas le contexte. Le contexte n'a rien à voir avec la politique. C'est un contexte de joie générale. On a fait une réunion à la mairie de Wenze. Tous les enfants de la cuvette ouest étaient invités. On a dit, mettez vos partis à côté. Alors, je montre au président que nous sommes contents de ce qu'il a fait pour nous. Alors, et quand il a fait bien, on ne peut pas acclamer cela. Pour pouvoir acclamer cela, c'est devenir un soutien conditionnel. Non, mais on dit de vous que vous êtes partisan. Mais si on dit, je ne m'occupe pas des opinions des gens. Mais votre opinion, mon opinion, c'est pas... Voilà pourquoi je vous dis, qu'est-ce qui m'a amené à le faire. Alors quand vous comprenez ça, vous dites encore partisan, ce monsieur-là, il a dit qu'il pouvait dormir par terre parce qu'il a eu des problèmes sur ce goudron, parce qu'il a eu des contacts avec ses parents, parce qu'il a embêté le pouvoir. C'est un mot de dire au pouvoir, je vous ai embêté, vous m'avez compris. Il n'y a rien à voir avec la politique. Parlons du pouvoir. Moi, je voudrais bien qu'on revienne sur ce livre-là qui parle des veaux. Ici, vous avez parlé des réalisations du pouvoir, etc. Est-ce que ce livre n'a pas un volet politique? Est-ce que ce n'est pas une façon de faire les yeux doux au pouvoir? Bien. Ce livre. J'ai toujours dit, entre votre impression et mon impression, je vous ai dit pourquoi je l'ai écrit. Ce n'est pas une impression. Oui, mais je vous ai dit pourquoi je l'ai écrit. Je fais une détection de cela, oui. Monsieur Kiba, vous me posez là, je vous ai dit pourquoi j'ai écrit ce livre, non? Oui. Alors, quand mon explication ne vous convainc pas, créez d'autres explications. J'ai écrit ce livre parce que je sais que le chef d'État sillonne le pays. Et chez moi, il faut que je présente à nos invités l'histoire de vous. Où est la politique? Vous mettez en avant les réalisations du chef d'État. Mais quand l'histoire de vous... Il faut beaucoup de problèmes. Excusez-moi, je ne parle pas de vous, je dis l'histoire de vous. L'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous étiez hier, qu'est-ce que vous devenu aujourd'hui? Et quand je dis ça, je veux être, comment on appelle ça, intellectuellement égoïste de ne pas reconnaître que le bien a été fait. Mais l'honnêteté intellectuelle m'amène à dire il y a des mauvaises choses, des bonnes choses.
Avant que vous m'enseignez d'être idiotement intellectuel. Pourquoi voulez-vous que je le mette en exergue une mairie qui fait la beauté de vous? Je montre Evo du passé, Evo du présent. Et pour vous, dans cette sélection, je vais laisser ce que le chef d'État a fait. Mais c'est quelle manière d'être biaisé dans mon raisonnement? C'est devant moi ce qu'on appelle une évidence. La maison s'impose à vous. La préfecture s'impose à vous. C'est des évidences qu'on ne peut pas tricher avec. Vous me demandez de tricher, de ne pas dire la vérité. Ça, ce n'est pas la vérité. Quand vous allez, vous ne voyez pas ça. Le dire, c'est politique. C'est la réalité. On pouvait aussi mettre l'accent sur les difficultés. Mais pour attirer de plus en plus l'attention du chef de l'État. Je vous pose une question. J'ai dit, est-ce qu'un livre n'a pas d'orientation? Mais alors, mon orientation, c'est quoi? Raconter l'histoire de vous. C'est tout. Vous vous entêtez. Moi, je vous ai déjà dit, voilà ce qui m'amène. Vous voulez que je puisse faire comme vous voulez, mais acceptez de faire comme j'ai voulu. OK? Merci beaucoup. La liberté d'expression. C'est ça la liberté d'expression. On revient sur la liberté d'expression. Excusez-moi, la liberté d'expression, c'est la liberté de me permettre aussi de faire comme j'entends. Ici, la liberté, c'est que j'ai décrit l'histoire de vos passés. Là-dedans, vous avez tous les préfets qui ont dirigé vous. Vous avez tous les sous-préfets, depuis les Blancs jusqu'aux Juifs qui ont dirigé vous. Vous avez tous les maires qui ont dirigé vous. Quand vous faites ce récit historique, vous avez tous les quartiers de vous, la population, la culture, la manière de s'habiller, la cuisine, tout est décrit ici. Voyez-vous, quand on fait un livre comme ça, on n'a pas besoin de politique. Partout, vous voyez la politique. Ce qui est bizarre, mais permettez à chacun d'être libre. Ma liberté m'amène à le faire. Vous voulez que je fasse comme vous? C'est une dictature de l'opinion que de m'imposer la vôtre. Parlons justement de liberté d'expression. Vous avez créé un livre sur ça. Vous êtes haut conseiller aussi. C'est vrai que vous n'engagez pas le conseil ici. Mais Monsieur Kibé, excusez-moi. En tant que journaliste émérite. Non, je sors sur un point important. Oui. Vous savez, il appartient à l'individu d'avoir un cerveau qui lui permet de discerner le vrai du livret, la bonne graine de la mauvaise graine. Monsieur Aziabonte, haut conseiller, c'est un fils de vous. C'est un journaliste avant d'aller au conseil. Il a en lui deux personnalités, la personnalité administrative et politique ou la personnalité physique. Quand je quitte ici, je m'en vais à Evo. Le conseil est resté à Brazzaville. Je traverse les ponts, je suis enfant d'Evo. Je me mets comme tous les autres enfants d'Evo, chômeurs, travailleurs, cultivateurs. Nous mettons sur le même diapason. Nous célébrons de la même manière. Nous dansons de la même manière. Nous crions de la même manière parce que cet événement pour nous, c'est un repère historique incroyable. Mon père est mort, n'a pas vu le goudron, n'a pas vu le courant. Dans sa tombe, il doit se retourner. Papa, les mamies qui étaient un grand ça n'a pas vu le goudron, n'a pas vu le courant. Il doit se retourner dans sa tombe. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Si ne pas le détacher du haut conseiller, c'est être débridé mentalement. Oui, mais je ne suis pas haut conseiller, je suis un enfant d'Evo qui va célébrer la beauté qui est Evo avec mes frères qui sont malafoutiers, qui sont cultivateurs. Nous sommes même diapason, ça s'appelle enfant d'Evo. Mettez votre politique de côté, monsieur. Si vous avez vu l'exaltation là, c'est ça. C'est le fait que mes petits frères maintenant peuvent étudier, peuvent avoir le courant, ils peuvent créer des petits métiers. Aujourd'hui, je parle à Evo, je n'ai plus besoin de litres de carburant. Quand vous avez vécu ça, vous pouvez danser, monsieur. Arrêtez la politique, je suis désolé. En tant que journaliste émérite, en tant qu'aussi membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est vrai que je réitère encore que vous n'engagez pas le Conseil de ce que vous dites ici. Comment vous appréhendez, comment vous appréciez la liberté d'expression, la liberté de la presse aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux au Congo? Je suis membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, je suis plus journaliste. Et en ce titre-là, je peux répondre à votre question parce que j'ai consacré un livre sur le Conseil. Il y a un deuxième livre qui arrive, la régulation des réseaux sociaux, les difficultés du Conseil sur la liberté de communication. Je suis en train de l'écrire, il pourra être là près à partir du mois d'avril ou de mai. Alors ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons tout le mal, même tous les pays africains. Je suis parti aux grandes réunions du Conseil à l'UNESCO. Le grand problème des pays africains, c'est l'incapacité qu'ils ont à réguler les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas la capacité de les réguler. Vous êtes sur WhatsApp, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur TikTok. Comment nous allons arrêter ça? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est de conscientiser les manipulateurs de ces réseaux-là. Vous avez un téléphone, vous êtes un média en ligne, vous êtes un web TV, vous êtes un influenceur. Soyez conscient de ce que vous êtes en train d'écrire ne va pas conduire au trouble à l'ordre public. Ce que vous écrivez ne crée pas la dissension dans le pays. Ce que vous allez écrire ne touche pas le côté moral des citoyens. C'est tout. On n'a que ça, on n'a pas un autre miracle. C'est conscientiser. Les autres en Europe ont la capacité d'arrêter. Vous diffusez quelque chose qui ne va pas sur TikTok, on peut couper ça. Mais nous n'avons pas la compétence avec quel matériel. C'est un défi auquel nous faisons face et ça fait partie des difficultés du Conseil. Vous êtes conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication et vous avez écrit sur le Conseil, son rôle. Dans quelques mois, ce sont des élections présidentielles qui arrivent.
Mais on a vu les élections passées des journalistes qui portent des t-shirts lors des meetings et qui sont dans des partis politiques, qui font la campagne. Est-ce que le Conseil supérieur ne voit pas ces journalistes pour tirer quand même une conclusion par rapport à leur comportement? Parce que c'est son rôle aussi, M. Azé. Bien. Notre rôle, c'est de fixer les règles. Attendez la campagne électorale, je ne vais pas anticiper. Le Conseil est clair, comme disait le Conseil. Il donne le temps d'antenne. Il choisit les médias qui vont couvrir la campagne. Ce n'est pas tous les médias. Il choisit les médias qui vont couvrir la campagne. Et on donne le temps d'antenne. Il y a un problème d'équité, un problème d'égalité. Et je ne peux pas anticiper. Vous aurez tout un développement. Est-ce que vous avez énuméré ça dans votre Bien sûr. ouvrage? Alors, et en ce moment-là, il appartient au parti pour te dire, quand il appartient au journaliste, le propriétaire du média. Quand vous avez un média, si c'est un média d'un parti politique peut-être, à une certaine mesure. Mais si vous êtes un média, votre média a une ligne éditoriale, à lui de dire vous êtes en campagne, vous n'êtes pas homme politique, allez-y, travaillez. Pourquoi voulez-vous que le Conseil toujours soit là à surveiller des personnes qui savent ce qu'ils doivent faire? Ce n'est pas le gendarme tout le temps, c'est vrai que c'est notre rôle, mais il appartient au propriétaire du média de savoir éduquer ses journalistes. Vous, à Télé Congo, vous allez couvrir une élection présidentielle avec la photo d'un candidat, le directeur de la télévision va accepter ça? Non. Une forme d'autocensure déjà au niveau de la profession. Comment ils se sont retrouvés, ces journalistes, comme vous dites, avec des t-shirts pendant la campagne des hommes politiques? Comment? Ils ne sont pas de quelle rédaction? Ils ont eu quel conseil le jour qu'ils partaient couvrir? Ils sont mis en mission par qui? Il y a la responsabilité du propriétaire du média. Donc c'est un débat pour moi qui n'a pas de sens parce que déjà une forme d'autocensure s'impose à vous. Terminé. Alors, parlons toujours des ouvrages. Vous avez écrit 10 ouvrages en 2025. Il y a encore un autre domaine ici. Les biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit. Les biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit. Monsieur Azid Dominique de Marseille dénie... Qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message ici? Je vous le dis. Monsieur Azid Dominique de Marseille a dénié à la justice française de se prononcer sur les biens mal acquis. C'est un acharnement, je peux dire, un néocolonialisme judiciaire qui s'abat sur 3 chefs d'État. Il est reproché à 3 chefs d'État africains d'avoir acheté des biens en France. Mais quand je vais à Paris, je suis un grand chercheur. Ils ne sont pas moins de 40 ou 50 chefs d'État qui ont des biens en France. Et quand vous prenez 3, ça veut dire que votre parti pris est connu. C'est tout. Vous prenez 3 à la place de 50, vous avez pris 3 alors que vous reprochez aux gens d'avoir eu des biens en France. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de défendre l'indéfendable? Quand vous parlez des biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de faire des jeux doux aussi pour répéter l'expression aux chefs d'État, aux différents chefs d'État, les 3 chefs d'État? Oui, mais le rôle d'un chercheur, c'est d'aller chercher et de trouver de quel côté trouve la raison. C'est la raison à partir aux 3 chefs d'État, mais ne me dites pas d'être menteur. Je lis le droit. Je lis le droit, je regarde. Vous avez un dossier de biens mal acquis, ok? Je prends un exemple simple. Vous êtes chercheur. Un chef d'État français arrive au Congo. Hein? Il achète une maison au Congo. Bon, il appartient aux Français qui se trouvent au Congo de dire, vérifiez, est-ce que cette maison n'a pas été achetée avec l'argent volé? Et le procureur de la République au Congo se permet de dire, j'ouvre une enquête. Très bien, allons-y. Où sont les intérêts du Congo? Si un chef d'État français achète la maison au Congo avec l'argent de la France, les intérêts du tribunal congolais, c'est quoi? C'est tout. Donc, il y a une usurpation. C'est une question du droit international. Ça ne regarde même pas la convention de Mérida qui ne parle que de la corruption. Vous avez 40 chefs d'État qui ont acheté des maisons en France, par exemple. Vous prenez 3. Sur quelle base? La sélection, vous faites déjà partisane. Et vous êtes, vous, journalistes, équilibrés, chercheurs. Vous posez la question de savoir, attends. Mais pourquoi vous les défendez justement les 3? Pourquoi non, vous c'est-à-dire, vous dites bien, je dis bien, vous avez 40, vous avez pris 3 sur quelle base? Je pose la question. Et vous les défendez sur quelle base? Mais je pose la question. Pourquoi on reproche aux chefs d'État d'acheter des maisons? Ils sont 40. Vous avez choisi 3 sur quelle base? C'est la base. Et vous défendez les 3 sur quelle base? Non, je dis ceci. Je ne défends pas, je dis ils n'ont pas le droit de prendre 3. Je le défends, je dis ce qu'ils font, c'est mauvais. C'était un procès mal intentionné parce que si vous êtes plusieurs, on a pris 3. Si on dit tous les journalistes de Télé Congo doivent être punis, on a pris 3, pourquoi? Et peut-être les 3 là ont beaucoup de richesses. Alors maintenant, si tu dis peut-être, il faut le prouver. Si tu ne l'as pas prouvé, on dit pourquoi les 3? Vous ne donnez pas de réponse. Votre sélection, comment? Moi qui fais la recherche. J'ai dit, ah non, il y a un problème. Pourquoi vous ne vous dites pas qu'il y a un compte à régler? Voilà pourquoi j'ai dit, même si vous prenez les 3, et c'est à vous de juger. Je vous donne un exemple. Un chef d'État français va acheter une maison au Congo. On dit qu'il a volé l'argent de la France. Au Congo, il a porté le Congo qui a perdu l'argent. Répondez-moi. C'est ça la question. Si Sassou Bongo
et Obiang Guémanche acheter des maisons en France. S'ils ont pris l'argent au trésor public congolais, la France va jouer parce que c'est l'argent de la France. Je prends un exemple. Ça veut dire que c'est un déni de droit qui n'a pas d'intérêt, n'a pas d'action. Il n'y a pas d'intérêt, tu fais l'action, pourquoi? Ton enfant vole l'argent de ta maison, le copain, le collègue à côté, c'est lui qui porte plainte. Répondez-moi. L'enfant de Kiba a volé l'argent chez lui. C'est le voisin de l'enfant qui dit je vais porter plainte. C'est ça le dossier. Et le voisin de l'enfant dit je porte plainte. Et voilà, écoutez, est-ce que c'est ton affaire? C'est au Congo de dire nous avons perdu de l'argent. C'est au Gabon de dire on a perdu de l'argent. C'est la Guinée qui de dire monsieur le président, vous avez acheté des maisons en France. Cette maison-là, c'est sûr que vous avez pris l'argent au trésor public. Maintenant, à nous de démontrer. C'est au procureur congolais de se saisir. Mais est-ce qu'il appartient au procureur français de se saisir? Parce que même si c'est acheté en France, mais ce n'est pas avec l'argent des Français. Toujours avec la France et notre ouvrage ici, la France et ses casseroles en Afrique. La France et ses casseroles, ça veut dire quoi ça? Ce sont les moutons noirs de la diplomatie française en Afrique. C'est la poubelle de la France en Afrique. C'est les dossiers noirs que la France a posés en Afrique. Tous les dossiers noirs, les diamants de Bokassa, là-dedans, les dossiers noirs, la mort de Kadhafi, là-dedans, la mort de Thomas Sankara, là-dedans, tous les dossiers noirs, les actes posés par la France en Afrique, ce que j'appelle moi les moutons noirs de la diplomatie française en Afrique. C'est ça, c'est la poubelle française en Afrique. Et ce livre est très sévère parce qu'il répertorie tous les actes posés par les Français en Afrique qui sont des actes répréhensibles pour lesquels l'Afrique regrette pourquoi ils ont fait ça. Vous savez que vous avez appris l'histoire des diamants de Bokassa jusqu'à décès parti par les diamants de Bokassa. Et non seulement ça, histoire avec l'impératrice. Un chef d'État qui a atteint ce haut niveau je peux dire ce haut niveau du manque de civilité politique. Un chef d'État à ce haut niveau-là. C'est extraordinaire, ça est dans ce bouquin. Les dossiers sales de la France, ce qu'on appelle les casseroles de la France en Afrique. C'est ce dossier-là. Pourquoi vous acharnez à la France? Donc, d'après vous, le retard que l'Afrique constate pour le moment est dû au passage des Français. Est-ce que c'est ça? Madame, je suis écrivain. L'écrivain lit la société. La France a joué un rôle important, positif et négatif en Afrique. Et mon rôle, ce n'est pas de féliciter, c'est aussi de blâmer. Je prends le côté négatif, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas être un écrivain engagé et passer sous silence arbitraire le mal posé par la France comme le mal posé par l'Afrique. Quand vous lisez d'autres bouquins, il n'y a pas que la France, j'en prends aussi à l'Afrique. Et vous avez écrit un autre livre aussi, La République du colonel. Voilà. Espoir d'un peuple, dignité d'une nation. Bien. La République du colonel, c'est ce bouquin-là. Ça s'appelle Écrit par Etourderi. Écrit par Etourderi, ici je dépeins l'absurdité de l'absurde, l'absurdité du désespoir. Dans un monde où le pouvoir kaki a pris le pouvoir en Afrique, le pouvoir kaki, c'est-à-dire l'armée. Et vous avez vu qu'aujourd'hui en Afrique, des officiers sont en train de prendre le pouvoir et de gérer l'Afrique. On ne passe plus par les élections. Vous avez le pourtant, c'est applaudi par les populations, c'est applaudi par le peuple. Mais je lis ça, je suis en train de lire ça. Pour dire c'est un phénomène pour lequel, un jour, on peut lire ça dans un livre. Un jour, M. Aziz Doumbouya de Marseille a regardé l'Afrique, a compris qu'au Gabon, il y a un chef d'État qui a été renversé par un militaire. Qu'en Guinée équatoriale, il y a un chef d'État qui a été renversé par un militaire. En Guinée-Bissau également. Et qu'au Mali, qu'au Burkina Faso, au Niger. Ces jeunes officiers qui prennent le pouvoir, la République du colonel. C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui est une république faite par le colonel. Quelle est cette république-là? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? C'est ça la vie du colonel. Faites une lecture de cette nouvelle gestion de la République par ses militaires. Le pouvoir kaki en Afrique. C'est ça la République du colonel. Alors, un autre ouvrage, Monarchie héréditaire. Le père dirige, le fils préside. C'est quoi le message principal? La monarchie héréditaire, c'est la philosophie de l'Église qui dit la religion au nom du Père, du Fils et du Saint public. Au nom du Père, du Fils et de la sainte population. Et les prophètes de cette religion, ça s'appelle les Bush aux États-Unis, ça s'appelle les Bongo au Gabon, ça s'appelle les Eyadema au Togo, ça s'appelle les Idriss Déby au Tchad. Ce sont les enfants qui ont pris le pouvoir après leur père. Ça s'appelle les Kabila en RDC. Et je me dis, cette religion-là, qui fasse que, cette forme de paternisation du pouvoir, qui fasse que le père qui dirige a envie toujours que l'enfant succède au père. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? C'est un phénomène. Un écrivain lit les phénomènes, il les décrit et il laisse ça pour la prospérité. Demain, celui qui lira dans 15 ans, 20 ans, il sera qu'on a au monde, comme en Afrique, il y a eu des chefs d'État qui ont dirigé et leurs fils ont succédé. C'est ça, la religion au nom du Père, du Fils et de la sainte population. Monsieur Aziz, excusez-moi, on voit tous ces livres-là, on a l'impression que vous faites du journalisme, de la littérature. Quelle est votre orientation littéraire?
Mais c'est simple, je vous ai déjà dit, en couvrant les grands événements, j'ai eu une certaine vision du fonctionnement du monde et de l'Afrique en particulier. Et aujourd'hui, dans mes romans, je ressors tout ça. Tout ce malaise, comme tout ce bonheur. Quand je décris, il n'y a pas que le négatif. Quand je dis la vie du colonel, les kakis qui prennent le pouvoir en Afrique, est-ce qu'ils font bien? Je montre comment ils font. Est-ce qu'ils font mal? Qu'est-ce que ça dit? Aujourd'hui, les gens ont tendance à applaudir plus ces coups d'État que d'applaudir une élection. On prend les élections toujours truquées, mais la bonne manière de ne plus... Puisque, comme vous voyez, le cas du Gabon. Mais parce que, dit-on que l'élection était truquée, le cas de la Guinée, c'est la même chose, on parle de ça. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est une solution? N'importe quel écrivain a un œil sensible sur tous les phénomènes qui se déroulent au sein de la société. Et c'est ça, mon rôle d'écrivain. Ok, un autre ouvrage encore. Congo, 2 points. Chronique d'une réforme irréversible. Nous avons reformé la politique. L'économie est restée au monopartisme. La conférence nationale a fait qu'on libéralise le politique, mais on n'a pas libéralisé l'économie. Les entreprises sont restées au statu quo. On continue à payer le carburant subventionné par l'État. On continue à payer l'eau subventionnée par l'État. Non, il faut payer le carburant au juste prix. Le socialisme scientifique est fini pour dire « Ah, si on paye cher, la population va souffrir. Nous sommes le socialisme, il faut que la population respire. » L'État continue à subventionner les entreprises. Aujourd'hui, l'État est déjà débordé. Il faut payer les bourses, il faut payer les retraités, il faut payer les budgets de transfert. On n'arrive pas. Qu'est-ce que l'État fait? Arrêter de subventionner les entreprises. Il faut donc reformer. Congo, chronique de réforme irréversible. C'est irréversible. Si on veut sortir, dégager, reformer, mettons-nous au pas. Monsieur Aziz Domine de Marcel, vous avez écrit « Relations franco-africaines, magnifique costume d'hypocrisie ». D'après vous, qui est hypocrite? Est-ce que c'est la France ou encore les pays africains? Les relations ici, je fais allusion à l'hypocrisie qui existe entre les relations franco-africaines. On se retrouve sommet des chefs d'État, on parle. Mais quelles sont les solutions? Au profit de qui? Toutes ces réunions-là, toutes ces relations, en diplomatie, c'est le rapport de force qui compte. Voilà pourquoi je dis, une diplomatie sans armes est un orchestre sans instrument. Vous ne pouvez pas faire une diplomatie sans force. Regardez aujourd'hui l'Ukraine et les États-Unis. Qu'est-ce qui tient la tête? Poutine dit, si vous voulez, on fait la guerre. Je suis prêt. C'est le rapport de force qui détermine la direction où va la diplomatie. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas. Donc, ici, pour moi, l'Afrique est faible et la France fait son travail. On amène les chefs d'État, on leur fait asseoir, on leur dit ce qu'il faut faire, puis ils exécutent. Mais c'est le rapport de force, non? C'est ça. Écoutez, on vous appelle à la balle. Mitterrand. Désormais, repartez chez vous, vous voulez avoir l'aide. Il faut que tous les pays aillent à la démocratie. Et les pays africains se sont mis à organiser des conférences nationales. Parce que la balle a parlé. Ah, Mitterrand a dit, si vous voulez l'aide, il fait comme ça. La France a dit, faites comme ça. C'est toute la France qui dit, faites comme ça. Les rapports, ce ne sont pas les rapports d'égalité. Alors nous sommes des pays indépendants. En matière de droit international, chaque État est une voix. Si le Congo lève la voix, les États-Unis lèvent la France lève la voix, c'est une voix. Ce n'est pas que la France est trop puissante qu'elle compte 2 voix. Ce n'est pas les États-Unis sont une pleine puissance qu'ils vont compter 2 voix. Non. Mais ce droit international s'arrête sur le papier. Et sur la pratique, eh bien, celui qui est le plus fort tient les jeux du pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit, une diplomatie sans armes est un orchestre sans instrument. Est-ce que c'est la faute des Français ou encore aux Africains de se débarquer? Je ne parle pas de faute. Je lis ce qui se passe sur le terrain. Je suis un lecteur. C'est comme tu regardes le match, tu vois comment ça se passe. Tu ne condamnes pas l'entraîneur, tu regardes. Là, on n'a pas pu marquer, là, on n'a pas pu tirer. C'est tout. Je ne fais pas ces comparaisons qui m'amènent à une difficulté d'appréciation. C'est tout. Voilà, tous ces livres-là, 10 ouvrages en 11 mois. Il y a même d'autres 10 ouvrages qui sont en pleine édition, on l'a dit tout à l'heure, 2 vont sortir dès le mois prochain. Alors tout cela, est-ce que vous vivez de votre métier d'écrivain? Je viens à peine de commencer à écrire, ça fait 1 an. Il est difficile en un de dire qu'on vit le métier d'écrivain. Mes livres sont vendus en France, vous allez à la FNAC, vous allez à Amazon, vous achetez des livres. À Brazzaville, ils sont vendus à la FNAC également. C'est-à-dire, en 1 an, je ne peux pas dire comment est-ce que ça marche. Tout ce qui me préoccupe, moi, aujourd'hui, c'est la volonté d'écrire. Et la motivation vient d'où? La motivation, puisque vous ne gagnez presque rien, la motivation vient d'où? Oui, c'est comme qu'est-ce qui vous motive à écrire? C'est comme vous dites, aujourd'hui, vous allez à la télévision, on vous prend comme stagiaire, vous ne pouvez pas accepter de travailler pendant autant d'années, vous n'êtes pas payé. Ce qui vous intéresse, c'est que vous voulez apprendre un métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai accumulé 35 ans de journalisme. J'ai appris des choses extraordinaires qui sont là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je ne meurs pas avec. Je commence à les écrire pour laisser pour la prospérité. Que ça donne de l'argent ou pas,
vous allez à la Bibliothèque nationale, demandez les livres d'Asie, on va vous les donner. Je fais des fois les mettre partout. À la Bibliothèque nationale, vous dites, il y a les livres, on va vous les donner. Pourquoi je le fais? Pour que ceux qui arrivent après lisent. On ne peut pas faire 35 ans de métier, on disparaît comme un morceau de sucre dans une tasse de thé. Il y a des gaillards qui ont fait ce métier, qui ont disparu. On n'entend même plus parler de leur nom. Je ne suis pas comme ça. Je suis un battant. 35 ans de métier, ça se termine par ces genres d'exemples. J'ai écrit des livres qui parlent de mon parcours. L'appel du silence. On n'a pas amené cet ouvrage ici. L'appel du silence. Mais il y en a qui écrivent des mémoires, par exemple. Oh, voilà, mais j'ai dit, vous mettez à la disposition du public. Quand j'ai écrit ça, vous pouvez aller l'acheter. Vous écrivez des mémoires. Vous les gardez dans votre chambre. Qu'est-ce qu'on fera de ça? Écrivez pour la prospérité. Écrivez pour le public. Je ne connais pas de grands journalistes au Congo qui écrivent pour leur pays. Ou qui écrivent pour la société. Vous connaissez combien? Combien d'ouvrages que vous avez lus? Il y en a peut-être 2, 3, 4. Ils sont des grands penseurs, des grands intelligents qui se mettent avec leur intelligence. J'ai voulu faire autrement. En un an, je suis à 10 ouvrages. Les gens sont étonnés. Mais ce n'est pas étonnant. C'est 35 ans emmagasiné. Quand je parle de diplomatie, je ne vais pas chercher ça. J'ai voyagé avec le chef d'État. J'étais à l'Élysée plusieurs fois. J'ai vu comment ces réunions se tiennent. J'ai accompagné le chef d'État partout dans mon métier. J'observe. J'arrive à la télévision, on prend 3 minutes, je garde et je sors un livre. Monsieur Azi, un livre, c'est quand même le fruit de l'esprit. Il faut une certaine construction, il faut beaucoup de choses. Vous écrivez un livre par mois. Est-ce que, j'ai envie de parler de valeur du livre, est-ce que ce livre-là pèse en termes de valeur? Je vous ai dit une chose. On a l'impression que vous faites tout de la précipitation, là. Ce n'est pas les livres que je pense maintenant. C'est ça ce que je vous dis. Ce n'est pas penser aujourd'hui. C'est des archives que je mets. Quand je parle du pouvoir Kaki, ça c'est simple. Je regarde quand le chef d'État prend le pouvoir. Inspiration, je m'assois. Pour écrire un ouvrage sur ce qui se passe au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, tu as besoin de quelle magie? Tu es journaliste, tu sais faire les recherches, va chercher. Et le livre est bon quand il ne part pas dans la recherche. Quand vous lisez ce bouquin-là, lisez les réformes au Congo, vous avez des repères. On parle beaucoup de choses, mais il faut aller chercher. Ce n'est pas petit. Si on écrit ces livres autant aussi facilement et que l'éditeur publie, ce qu'on appelle l'éditeur, un éditeur comme celui-là, il est en France, vous envoyez le manuscrit, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il dit, c'est intéressant, je publie. Il y met son argent. Si c'était nul, ne publiez pas. Vous prenez l'autre, c'est un autre éditeur, celui là-bas. Il dit, monsieur Azi, l'arbitre du colonel, je suis fier que vous êtes africain, que vous abordez des questions qui se passent en Afrique. C'est des aspects importants pour lesquels un écrivain engagé devrait se porter garant d'écrire cela. Et l'éditeur accepte, il publie. Mais pour qui il publie? Mais il met son argent. Une dernière question pour moi avant de terminer. Pour moi, Ismaël aura une question aussi certainement. En parlant d'écriture, justement, il y a ce qu'on appelle les nègres, c'est-à-dire que les gens qui écrivent des livres à la place des autres. Est-ce que M. Azi peut nous rassurer que ces livres, il écrit ça lui-même? Ou bien c'est quelqu'un qui écrit, après on met juste une nom Azi dessus? Ça se raconte aussi que oui, c'est pas lui qui écrit, c'est écrit par quelqu'un d'autre, ou bien c'est écrit par l'IA aujourd'hui, et qu'on met seulement son nom, et voilà, lui sort la tête et dit que c'est son livre. Mes livres sont déjà emmagasinés dans mes malles. Qui a fait l'enquête des biens mal acquis avec moi? Ils sont comme les jolis Congolais. Je prends un exemple, il ne dit pas du biche. Lui, il va sortir. Je suis le seul journaliste congolais, je peux le dire, qui suis parti à Kinshasa, juste dans les camps de réfugiés, qui suis parti à Paris assister au procès. Je vais sortir le livre là, qui va l'écrire à ma place. Soyons sérieux. Vous savez, quand c'est bon, il faut féliciter. Quand c'est mauvais, il faut critiquer. C'est tout. Et quand vous dites, quand vous lisez ces bouquins-là, la trame de ces bouquins, ça dénote ma propre culture. Quand vous prenez la livre du colonel, comment on appelle l'acteur dedans? L'acteur qui est dedans. Son nom c'est quoi? Obumba Abouma. Mais tout est là dans ma propre culture. Je puis dans ma culture. Je nomme les objets de ma culture. La langue est française, la culture est de chez moi. Je prends les mots, la langue de la France pour traduire ma propre culture. Obumba Abouma qui détrône le roi Sabi. Mais Sabi, tu es écrit, tu sais ce que ça veut dire. Obumba Abouma, tu es écrit, tu sais ce que ça veut dire. Et c'est Lia qui sait ce que c'est Sabi. Lia sait ce qu'on appelle Obumba Abouma. Hein? Lia connaît Amparanke, la montagne Amparanke. On a du mal. Et en ce moment-là, l'acteur qui est en train de jouer, il vit dans un pays tellement difficile qu'on a mis le nom de ce pays Amparanke. Lia connaît Amparanke à Ivo. Mon frère, soyons sérieux. Quand vous écrivez un bouquin, non, je vais vous dire une chose. Vous avez une belle formule. Vous pouvez douter la manière. Je peux écrire une page en une demi-journée parce que je ne suis pas satisfait de ma page, je la déchire. Et aujourd'hui, tu peux aller sur ce qu'on appelle un correcteur automatique. Il se trouve sur l'IA. Tu as écrit un texte. Tu peux ne pas avoir la maîtrise des fautes. Va sur le correcteur automatique pour ton texte, ils vont te le corriger. Tu n'as pas triché. C'est parce que tu veux qu'on corrige les fautes. Mais tu as écrit ton bouquin et tu le donnes pour la correction du texte. C'est normal.
La recherche nous a donné des instruments pour lesquels on travaille plus facilement. Si tu n'étudies pas l'IA pour corriger tes bouquins, pour t'aider à écrire, c'est que tu n'es pas moderne. Mais ce n'est pas l'IA qui conçoit ton récit. Ce n'est pas l'IA qui conçoit toute la trame. Tu as écrit, tu dis à l'IA, corrige-moi ce texte-là. Est-ce que la concorde du don est bonne? Est-ce que tes expressions, et ça se dit? Est-ce que j'ai bien conjugué ce verbe? Reformuler les textes. Pour que tu n'envoies pas au public une sauce sale. Elle est bien préparée. Et il y a une machine qui t'aide à la préparer. Vous allez dire au monteur qui fait le montage à la télévision qu'il a aujourd'hui l'intelligence de faire un montage avec plus de facilité. Vous allez dire qu'il a triché. Non, il maîtrise ça. C'est fait pour que l'homme facilite sa tâche. Et vous ne voulez pas que l'écrivain fasse sa tâche en faisant corriger son texte par un correcteur automatique. Et comme ils ont dit, il y a moins de fautes. Oui, il y a sa tête et il a été aidé par le correcteur automatique. C'est des instruments qu'on donne à l'homme pour améliorer son travail. Ce n'est pas fait pour les beaux yeux, c'est pour être utilisé. Mais le livre est écrit par l'auteur. J'ai des questions. La première, vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit certains ouvrages par rapport au séjour que vous avez effectué. Par rapport à l'expérience que j'ai eue. L'expérience, les séjours de travail effectués avec le président de la République. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous n'êtes pas discret parce que c'était des secrets? Non, non. Voyez-vous, vous avez parlé de la liberté d'expression. Le peuple doit savoir. Voilà. Le rôle d'un écrivain, ce n'est pas de cacher la vérité, mais c'est de dire la vérité. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas de cacher, c'est de dire la vérité. J'étais journaliste, on m'a enseigné, un journaliste dit la vérité. Et cette vérité-là, je la dis en 3 minutes, mais je peux la dire en 200 pages. Où est le secret? Si j'arrive, je parle des biens mal acquis. À la télévision, je montre que la France a eu tort de s'occuper de cette affaire-là. Je l'ai dit en 3 minutes, aujourd'hui, je l'ai dit en 200 pages. Le secret, où il n'y a pas de secret. C'est ce que j'ai dit à la télé en 3 minutes, je l'écris maintenant en 200 pages. Et j'ai su ça comment? Mais parce que je suis parti en France, parce que j'ai fait l'enquête. Mais quand je dis, je parle de diplomatie, mais dans mon métier de journaliste, j'ai accompagné le chef de l'État. Quand j'accompagne, je vis des événements, je vis les rencontres, je vis les réunions des chefs d'État avec la France. Je ne sors pas quelque chose de là. Est-ce que ce que je sors de là, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision parce que censuré par la télé, mais j'ai la liberté de le dire dans un roman, j'ai la liberté de le dire dans un essai. C'est tout. C'est une expérience que tu ne peux pas mourir avec, aller avec. Partage ça à ceux qui n'ont pas eu la chance. Ceux qui n'ont pas la chance de vivre ces réunions. Ton métier t'a amené. Je suis parti faire un direct à l'Élysée. À l'Élysée. Tu sors de ce direct, tu vois. Je suis rentré dans le bureau du chef d'État français, avec le président de la République et le chef d'État. On dit, monsieur le président, donnez-nous le temps d'avoir des images d'insert. On a fait des images d'insert. On a regardé le bureau du chef d'État français. Ce n'est pas tous les Congolais qui rentrent dans le bureau du chef d'État français. C'est des événements dans ta vie qui te marquent. Et quand on vous dit sortez, ils s'entendent entre eux là-bas. Et quand vous sortez, vous avez des petits bruits de couloir qui ne peuvent pas sortir à l'antenne. Aujourd'hui, j'écris ça sur le bouquin parce que j'ai la liberté d'écrire. Je ne peux pas cacher ça. C'est fait pour la population. Ce n'est pas fait pour ma propre gouverne. C'est des grandes questions de société qui sont réglées et que j'ai eu la chance de les connaître. Et puis je meurs avec. Non. Je mets dans le livre les relations France-Afrique, c'est un costume d'hypocrisie. Et je le dis, parce que c'est des relations totalement hypocrites. Et je le dis aujourd'hui, je ne peux pas le dire à la télévision, puisque la télévision a une certaine droiture. Mais moi, j'ai une certaine liberté. Et aujourd'hui, ce sont mes propres écrits. Personne ne censure ça. Sauf l'éditeur peut dire, c'est trop fort, je ne peux pas publier. Quand je prends les casseroles, la France et ses casseroles en Afrique, mais j'ai fait, pendant que j'étais journaliste, c'est des dossiers qu'on a vécu. Vous êtes journaliste aujourd'hui, on vous dit, il y a tel événement. Il y a tel événement. Attention, il y a l'événement, il y a les diamants de Bokassa. Kadhafi a été tué. Mais demain, vous pouvez écrire l'histoire de Kadhafi. Vous le cachez pourquoi? Vous avez été sur le terrain. Imaginez, vous avez accompagné les chefs d'État en Libye. Vous avez su comment Kadhafi est mort. Et vous cachez ça pourquoi? C'est des dossiers que vous avez gérés quand vous étiez journaliste. Maintenant, vous n'êtes plus journaliste, vous pouvez les mettre à disposition du public parce que c'est beau que le public découvre ce qui se passe dans ces milieux-là. Donc, il n'y a pas un secret pour ça, madame. Lucien Dominique de Marseille, vous avez écrit 10 ouvrages en une année. Est-ce qu'on peut savoir si vous êtes limité là ou encore vous avez d'autres perspectives en ce qui concerne l'écriture littéraire? Madame, je vais vous surprendre, ce n'est qu'un début. L'année prochaine, on peut peut-être encore arriver à 5 ou 10 ouvrages. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a encore matière à réflexion. Je n'ai pas encore sorti les disparus du beach. Je n'ai pas encore sorti les fameux 14 000 milliards, qui est une légende. Je dis, je vous provoque déjà, une légende urbaine, 14 000 milliards. Et pour sortir un bouquet comme ça, qui fait du bruit au Congo, il faut fouiller. Où est-ce que le Congo a caché les 14 000 milliards? Est-ce que ça existe? J'ai déjà intitulé ça, je vous donne ça, l'avant-goût, 14 000 milliards, véritable légende. C'est une légende.
Vous imaginez? Et pour le faire, il faut fouiller. Ce n'est pas petit. Il faut regarder où est-ce qu'on peut. 14 000 milliards, ce n'est pas petit. Alors tout le monde en parle. Mais personne ne vous dit où est-ce que ça se trouve. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut fouiller. En ce moment-là, par exemple, vous voyez, c'est une inspiration. Mais c'est pour l'an prochain. Alors, M. Aziz, c'est vrai, j'ai dit que j'ai posé ma dernière question, mais ce que vous avez dit, ça me pousse encore à poser une toute dernière question, en tout cas. Mais dans tout ce que vous dites, on sent un penchant vers le pouvoir, que vous êtes toujours là pour défendre le pouvoir par rapport à tout ce que vous venez de dire ici. Est-ce que vous êtes devenu finalement ce qu'on appelle, entre guillemets, atalakou du pouvoir? Bien. Je ne vous empêche pas d'avoir une pensée. C'est vous qui sentez, mais moi je ne le sens pas. Ce que vous sentez là, quelqu'un d'autre ne le sentira pas. C'est ce qu'on appelle la liberté. Je ne vous empêche pas de sentir comme vous sentez. La liberté de personne me permet d'accepter votre opinion. Je peux tolérer. Je ne l'accepte pas, mais je tolère. Mais moi, je ne pense pas comme vous. Voilà. Quand je dis les relations entre la France et l'Afrique sont des relations d'hypocrisie, je défends le pouvoir. Quand je dis la France a beaucoup de casseroles en Afrique, je descends le pouvoir. Quand je dis les biens mal acquis, la France n'a pas le droit de dire le droit, je descends le pouvoir. J'ai pris des exemples. L'argent est volé chez toi, c'est le cousin, c'est le copain d'à côté qui porte plainte. Cette ineptie-là ne peut être décriée par un journaliste. Le journaliste décrit quoi? Il décrit l'acte incorrect qui se situe dans une société. C'est incorrect. Qu'est-ce que tu peux passer sous silence? Et si malheureusement la raison du côté du pouvoir, pourquoi tu veux tronquer la raison? Si la raison n'a pas de côté du pouvoir, pourquoi tu veux lui attribuer? Je ne triche pas avec la vérité. Si la vérité épouse le pouvoir, n'est pas honte de le dire, parce que ton honnêteté intellectuelle t'amène à dire la vérité. C'est tout. Et si vous pensez que cette vérité malheureusement épouse le pouvoir, mais c'est votre opinion. Lisez le livre. C'est tout. Vous parlez des biens mal acquis, oui. L'argent pris au Congo, l'argent pris au Gabon, l'argent pris en Guinée équatoriale. Et la France nous dit, vous avez acheté chez moi, je porte plainte. C'est l'argent de la France. Est-ce qu'acheter un bien dans un pays, le propriétaire du pays porte plainte, pourquoi? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que la France a perdu? Et quand on achète ce bien-là, la France, celui qui achète le bien paie l'impôt. J'ai acheté un bien mal acquis dans ton pays et je paie l'impôt et le bien mal acquis. On peut payer l'impôt sur un bien mal acquis. La France est maintenant un pays receleur. C'est tout. Alors quand tu es journaliste, tu vois ça là. Tu ne peux pas dire la France s'est mal comportée. Et quand tu dis, tu appelles ça épouser le pouvoir. Mais c'est une réalité devant toi. On ne triche pas avec la réalité. Malheureusement, elle peut être en faveur de Obiangema. Malheureusement, elle peut être en faveur, je dis malheureusement parce que selon vous, elle peut être en faveur de Bongo, comme on dit Sassou. Vous avez 40, 50 chefs d'État en Europe qui achètent des biens et vous prenez 3. On vous dit sur quelle base? Est-ce que vous ne cherchez pas, les faveurs auprès de ces 3 chefs d'État-là pour finalement que vous défendiez? Dites-moi, ils ne me connaissent pas. J'ai travaillé auprès de vous chercher aujourd'hui. Je cherche les faveurs, pourquoi? Est-ce que pourquoi le président de la République sache qui je suis, il a besoin de lire mon livre? Le point, c'est que, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'étonne, c'est que pour tout Congolais, non, quand vous écrivez un fait, c'est-à-dire pour vous, si j'écris un fait qui est contre le président, c'est très applaudi. C'est ça, hein? Vaut mieux que j'écris comme ça applaudi. Si c'est pour le président, ce n'est pas applaudi, ce n'est pas bon. La bonne manière, c'est d'être toujours contre. Mais la presse, on ne fait pas de journaliste qui n'est que contre. C'est les faits qui vous dictent votre comportement. C'est les faits. Et si vous ne dites pas les faits, vous voulez les tricher avec les faits, vous n'êtes pas journaliste. Et je ne peux pas être écrivain qui triche avec les faits. Je suis désolé. Merci beaucoup. Avec M. Aziz de Marseille, il y a toujours de quoi dire, mais on est obligé de mettre fin à cette émission par rapport aussi au temps imparti dans l'émission. Donc, on était ravis de vous recevoir sur ce plateau, sur cette émission mot à mot, donc les samedis à 21h. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission, mais avant de clôturer, je voudrais remercier toute l'équipe technique, le caméraman, je vois Chénel Maïela, je vois Espérant et Bata aussi, le coordonnateur Minaïda qui a supervisé l'émission. Merci beaucoup encore à M. Aziz d'avoir répondu. Le plaisir est partagé. C'était très chaud, mais j'ai aimé. C'était très chaud et peut-être que prochainement, on va encore vous recevoir. On va encore. Il y a des même chaleur. Oui, madame m'a dit qu'elle attend un bouquin spécial. Donc, je lui ai dit quand on prépare l'émission. Il y a un bouquin qui arrive, ça s'appelle Violence faite aux hommes. Voilà comment je suis devenu la femme de ma femme. Elle a dit qu'elle attend ce bouquin. Très intéressant. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Merci beaucoup. À la prochaine occasion. Merci.